grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes vendredi 16 janvier 2015. Bienvenue à ce grand dialogue qui fait place aujourd'hui au Forum des députés. Nous en avons deux, un de la majorité et un de l'opposition. Maudine Ndiaye du groupe VRD, Vigilance républicaine et démocratique, URD, député de l'opposition. Bonsoir, monsieur Ndiaye. Bonsoir. Alors nous avons M. Sissoko également avec nous, Boubacar Sissoko du parti RPM. Bonsoir M. Sissoko. Bonsoir. Merci à vous deux d'être avec nous. Nous aurons trois thèmes dans cette émission, terrorisme et liberté d'expression, avec la marche d'aujourd'hui, le nouveau gouvernement, Modibo Keïta et la fin annoncée pour le 18 janvier prochain de l'épidémie Ebola. Je suis Famoussa Sidibé, Salim Douara est à la technique. Le Mali a dénoncé le 7 janvier dernier l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo en France. Cet attentat a fait 12 morts pour les autorités maliennes. Il s'agit d'une attaque contre la démocratie et la liberté dans le monde. Le gouvernement du Mali dit avoir appris avec consternation l'attentat de terroristes perpétré contre le journal Charlie Hebdo. Alors, la religion est-elle aujourd'hui otage de l'extrémisme religieux? Maudine Ndiaye, vous la parole. Je vous remercie d'abord. Vous me permettrez de souhaiter aux auditeurs une très bonne année 2015, puisque nous sommes en début d'année. Et une très bonne année également pour Studio Tamani et son radio de radio. Merci. Concernant cette question de la condamnation par les autorités maliennes de ce qui s'est passé en France, je souhaite que dans l'analyse qu'on tienne compte de deux aspects. Le premier aspect, en fait, porte sur l'acte lui-même. Et sans rentrer dans le détail de ce que pouvait justifier l'acte en tant que tel, l'acte est condamnable. Mais ce qu'on a vu dans l'évolution de ce dossier après, montre à suffisance que la rédaction continue à offenser une religion. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et je crois que c'est ça l'élément le plus important, parce que la religion musulmane montre à suffisance qu'après Dieu, le prophète, il n'y a pas de pareil. Et pour même se sentir musulman, un bon musulman, il faut que l'on considère le prophète comme plus important que ses propres parents. Et dans le respect strict de la déontologie en matière musulmane, il n'est pas admis de caricaturer et même de donner une photo au prophète. Donc, le fait de caricaturer dans le cadre d'une liberté d'expression, c'est un acte excessif et qui ne devait pas se passer comme ça. Alors, un mot de la majorité par rapport à cette situation avec vous, Boubacar Sissoko du RPM. Effectivement, je vais joindre ma voix à celle de mon homologue, M. Ndiaye, pour souhaiter bonne et heureuse année à tous les auditeurs de Studio Tamani. Prospérité, longévité à vous-même, animateur du studio. Merci. Par rapport à la question, effectivement, vous savez, la liberté d'expression ne doit pas être une occasion pour quelqu'un de saboter la religion de l'autre. Il faut la tolérance religieuse. Moi, je prends la tolérance religieuse, le respect de l'autre. Comme il a dit, le prophète est sacré au vu de la loi musulmane. Donc vouloir vraiment le dénigrer, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Les gens doivent pouvoir comprendre cette situation et arrêter la provocation pour vraiment la stabilité, pas du Mali seulement, mais du monde, de tout le monde. Même les chrétiens, ils ont besoin de stabilité.
Alors, je reviens toujours avec cette question. La religion est-elle otage de l'extrémisme aujourd'hui? On a vu deux événements se passer en France. D'abord, l'attaque à Charlie Hebdo et ensuite cette tuerie à l'épicerie cachère à Vincennes en France. Moudine Ndiaye, quel est votre avis sur ce deuxième acte? Non, je crois que c'est la suite logique du premier acte. Parce que ceux qui sont concernés comme acteurs de ce second acte, c'est ceux qui ont provoqué le premier acte. Et complété par M. Koulibaly, naturellement. Je crois qu'il faut faire la distinction entre ce qui s'est passé et ce qu'on qualifie d'extrémisme religieux. Et quand on fait un peu le point de la situation, on se rend compte que ce n'est pas la première année, ce n'est pas une seule fois ou deux fois que le journal en question avait eu, n'est-ce pas, à faire les caricatures du prophète. Je crois, si je ne m'abuse, en 2006 et en 2009. Et comme vous avez pu le suivre, après toute cette solidarité pour condamner dans le principe le terrorisme, on voit le lendemain une caricature encore du prophète. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, le pape lui-même, il a été très clair dans le message qu'il a véhiculé sur le sujet. Et je crois que très honnêtement, la provocation ne sied pas à la matière. C'est pourquoi je ne souhaiterais pas commenter, dire que le premier acte était un truc d'extrémisme religieux, mais ce que nous découvrons aujourd'hui, au nom de la liberté de la presse, il est bon de conclure en réalité qu'il y a une limite à tout. Il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Et ça, ce n'est pas par rapport à la religion seulement, mais c'est par rapport à tout le comportement qui est sain dans une société moderne. Alors, nous allons quitter quelque temps la France pour rester ici au Mali. Nous l'avons appris aujourd'hui, au moins 2 soldats maliens tués lors d'une attaque. Nous parlons toujours de terrorisme, de ces effets croissants dans le monde, notamment au Mali. Ces attaques ont fait 2 morts du côté des soldats maliens à Ténenkou. Monsieur Sissoko, quel est votre avis sur ce risque croissant du terrorisme dans le monde, notamment au Mali? Bon, d'abord, je m'incline devant la mémoire de soldats qui sont tombés sur le front de l'honneur. C'est vraiment regrettable. C'est ce que le collègue disait tout de suite. Ce sont les effets collatéraux de la mauvaise information. L'information, c'est l'arme la plus dangereuse. Faites allusion à ce livre de Salman Rushdie. Donc, vraiment, la religion doit être le radiateur de la société. À chaque fois que les cœurs s'échauffent, la religion doit être là pour être le radiateur. Mais si aujourd'hui, c'est cette religion qui sert de base pour s'entretuer, pour empêcher même le développement, et j'en appelle vraiment à la tolérance religieuse. C'est regrettable. Vraiment, encore une fois, nous nous inclinons devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au nom de l'extrémisme religieux. Alors, un mot, Moudine Ndiaye, sur cette attaque de Ténenkou? Je pense que c'est vraiment encore une fois de plus un acte regrettable pour notre armée. Et cela nous amène à comprendre que l'insécurité n'est plus seulement au nord, mais que de plus en plus, elle commence à sévir au niveau du centre de notre pays. Et je pense que très honnêtement, il est urgent que des dispositions soient prises. Parce qu'on n'a plus le choix. La guerre est déclarée. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont venus en moins d'une semaine à Ténenkou. Je crois que la semaine dernière seulement, ils avaient fait quelques escarmouches à Ténenkou. Et aujourd'hui, à 6 h du matin encore, ils étaient là avec des armes lourdes. Je félicite vraiment l'armée malienne qui, dans un premier temps, s'était retirée sous l'effet de la surprise. Mais en vaillant combattant, ont pu repousser l'ennemi. Et présentement, je crois, elle est en train de poursuivre l'ennemi. Ce que nous devons tirer comme conséquence de tout ça, il faut que
le gouvernement, que l'État renforce le dispositif. Parce que après Nampala, Djoura et Tenenkou, il faudra se dire que le mode opératoire utilisé peut nous amener à connaître un autre foyer. Donc, de ce point de vue, je pense qu'au lieu, à mon avis, qu'il y ait une intervention cas par cas, il faut vraiment une stratégie de couverture et de surveillance du territoire par rapport à cette question. Donc, je remercie, je félicite encore l'armée et je les encourage pour ce qu'ils ont fait aujourd'hui à Tenenkou, malgré la perte qu'elle a subie. Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes député du RPM. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ces propos de Mody Ndiaye, par rapport au renforcement du dispositif militaire dans ces différents secteurs? Ah oui, vous savez, ici, il n'y a pas question d'opposition ou de majorité. Il y va de la survie de la nation. Tout ce qu'il vient de dire, ce n'est pas le moment de jouer aux sapeurs-pompiers. Effectivement, il faut une véritable stratégie de couverture de toute la superficie du pays, si possible. Et encore une fois, comme il a dit, nous félicitons vraiment la bravoure de nos forces de sécurité, de l'armée, pour le travail accompli. Nous souhaitons vraiment que cette fois-ci, des solutions idoines soient imaginées et trouvées. Parce que comme il a dit, ça c'est le centre. Cette situation peut basculer, même au sud du pays. Même au sud du pays. Si des stratégies idoines ne sont pas imaginées, tout est envisageable par rapport au comportement de ces djihadistes-là. Ils en ont les moyens, ils sont soutenus. Et rien n'est imprévisible par rapport à leur comportement. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec la deuxième partie du débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et 20 stations partenaires, dont 3 à Bamako, Benkan, Guintan et Liberté. Nous sommes à la deuxième partie de cette émission consacrée aux députés. Le Forum des députés, c'est donc cette plateforme que Studio Tamani offre toutes les semaines aux députés de la majorité et de l'opposition. Nous sommes donc à la deuxième partie consacrée au nouveau gouvernement de Modibo Keïta. Nous sommes avec 2 députés. Mody Ndiaye, président du groupe Vigilance républicaine et démocratique, VRD, député également de l'URD. Et deuxième député, Boubacar Sissoko, de la majorité, député du RPM. Alors, le Mali a un nouveau gouvernement depuis samedi. Cette nouvelle équipe dirigée par Modibo Keïta se caractérise par le départ de 7 ministres, dont ceux de la Défense, des Finances et de la Communication. Le nouveau gouvernement compte 29 membres contre 31 dans le précédent. La signature du futur accord de paix à Alger reste la principale mission de ce gouvernement. Qu'est-ce qui change après le départ de 7 ministres, Mody Ndiaye? Je dois d'abord rappeler que vous vous souvenez très certainement que l'opposition avait déposé une motion de censure contre le gouvernement précédent pour des raisons évidentes, à savoir qu'il y avait vraiment mauvaise gestion au niveau des finances publiques et qu'il y avait des contre-performances dans certains secteurs comme dans l'éducation. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec le remaniement ministériel, ou du moins le changement de gouvernement, cela rentre dans la logique que nous avons jusque-là cherchée. Maintenant, par rapport au nouveau gouvernement que nous avons a priori, après le départ de tout ce qui était impliqué dans les affaires que nous avons identifiées en son temps, nous pensons a priori que les hommes et les femmes qui composent le gouvernement sont à même de pouvoir travailler dans l'intérêt supérieur du pays. Nous constatons effectivement, comme vous l'avez dit, une diminution de 2. Et nous avons pensé pour un pays qui est en crise qu'on devait faire un peu plus, en resserrant un peu l'équipe gouvernementale autour d'un noyau au regard de la crise dans laquelle nous nous trouvons. Nous déplorons également que par rapport au précédent gouvernement, que le nombre de femmes dans le gouvernement a diminué. Donc c'est de 5 à 3. Donc je pense que la promotion de la femme n'est pas très lisible dans le gouvernement que nous avons. C'est vrai que la feuille de route que ce gouvernement a
comme plat de résistance les négociations d'Alger. Mais je dois dire que dans le pays aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres priorités qui doivent être gérées parallèlement. Mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons dire, comme dans un examen, qu'aujourd'hui le gouvernement a passé l'écrit, il reste l'oral. Et l'oral pour nous, c'est quoi? C'est en fait la déclaration de politique générale qui va fixer, nous dire concrètement comment le gouvernement entend, par des stratégies, par les moyens, entend résoudre, apporter des solutions aux préoccupations des populations. Donc nous attendons ce gouvernement sur soit la déclaration de politique générale ou le programme du gouvernement conformément à la Constitution. Alors, Boubacar Sissoko, vous êtes du RPM, vous venez d'entendre deux faits majeurs de cette déclaration de Mody Ndiaye et de l'opposition. D'abord, la pléthore dans le gouvernement et également la régression en matière d'avancée par rapport à la promotion de la femme. Que répondez-vous par rapport à ces différents propos? Bon, d'abord, vous allez me permettre de féliciter les nouveaux membres du gouvernement pour le choix porté sur leur personne, ceux qui ont pu être retenus dans ce gouvernement-là. Vous savez, tout mandat, il y a 3 phases. Première phase, c'est la phase de l'observation. Deuxième phase, c'est la phase d'action. Et troisième phase, c'est la phase de l'évaluation. Et l'acceptation? Au RPM, est-ce qu'on a accepté ce gouvernement? Non, je n'introduisais pas de termes que je n'ai pas dit. J'ai dit, tout mandat, il y a 3 phases. Il y a l'observation, la phase d'observation, il y a la phase pratique et il y a la phase de l'évaluation. Nous étions à l'observation. Certainement que des défaillances ont été constatées. Il y a eu rééquilibrage, il y a eu correction. Vous avez entendu l'autre jour, cette équipe, c'est un gouvernement de combat prêt pour l'action. Prêt pour l'action. Bon, par rapport à la taille, vous savez, il y a quand même un effort, je suis très réconforté qu'ils le reconnaissent, au point que le gouvernement a souci que c'est un état de crise et qu'il faut resserrer le truc. Mais tout n'est pas facile. Tout n'est pas facile. Et par rapport à la loi c'est vrai, à la promotion féminine, c'est vrai, de 5 on est passé à 3, il faut reconnaître c'est une régression. Il faut reconnaître l'évidence. C'est une régression. Mais cela ne note nullement une mauvaise volonté du président de la République et de notre gouvernement de faire la promotion des femmes, parce qu'il y a une loi qui est déposée sur la table de l'Assemblée nationale qui n'est pas retirée et qui parle de la promotion du genre. Donc la promotion du genre n'est pas seulement adressée au gouvernement, ce n'est pas parce qu'il n'y a que 3 femmes au gouvernement que nous ne voulons pas faire la promotion des femmes. Mais la situation actuelle, les décideurs ont vu que présentement, c'est comme ça qu'il faut agir, c'est la phase d'action. Je vous invite à attendre l'évaluation. Je rappelle que jusque-là, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas confié le poste de Premier ministre à quelqu'un de son parti. Est-ce que, mais aujourd'hui, par rapport aux 2 gouvernements précédents, le RPM occupe la 2e personnalité du gouvernement. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, au RPM? Bon, vous voyez, le RPM a toujours apporté son soutien à tous les premiers ministres qui ont été choisis. Tatamli, le RPM lui a accordé son accord et son soutien. Moussa Mara, nous l'avons soutenu contre leur motion de censure. De qui? De l'opposition. Moussa Mara, nous avons voté sa déclaration de politique générale. Donc, il fait partie de la majorité présidentielle, du périmètre de la majorité présidentielle. Est-ce que vous assumez le bilan de Moussa Mara au RPM? Le bilan de Moussa Mara, il a fait ce qu'il peut faire. Donc vous l'assumez? Il a fait ce qu'il peut faire, ce qu'il a pu faire. Donc vraiment, nous prenons acte. Nous ne voyons pas, ça a été clairement dit, ce n'est pas une punition. Ce n'est vraiment pas une punition, mais toute chose a une fin. Comme je dis, nous étions à l'observation, certaines choses se sont passées. La nécessité a apparu qu'il faut changer de fusil d'épaule.
Je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, vraiment, par rapport au choix de cet éminent commis de l'État, dont tout le monde reconnaît la valeur et l'expérience, je vous dis encore, c'est un gouvernement de combat. Laissons-le agir. Et à la phase de l'évaluation, je souhaite qu'on se retrouve ici pour juger le bilan. Alors, permettez-moi d'insister, quand le RPM dit dans son communiqué par rapport à ce gouvernement, nous prenons acte de la formation de ce gouvernement et de la nomination de Modibo Keïta, et nous prenons acte également que le Premier ministre ait pris en compte le fait majoritaire. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous respectons le choix du président de la République. Cela veut dire que le RPM est prêt à soutenir ce Premier ministre. Cela veut dire que nous allons faire chemin ensemble. Alors, Mody Ndiaye, je vous vois sourire du coin de l'œil. Bon, je crois que c'est aussi simple que ça. Hein. Contrairement à ce que M. Sissoko vient de dire, les deux premiers ministres de Ibrahim Boubacar Keïta n'ont pas eu l'autorité politique nécessaire sur l'équipe. C'est ce qui explique les difficultés qu'ils ont eues et ce qui explique leur échec. Parce qu'un chef d'équipe, comme un chef de gouvernement, il doit avoir trois autorités. Premièrement, l'autorité statutaire. C'est l'acte qui le nomme. Statutairement, c'est le Premier ministre. Celui qui est en poste, il doit avoir l'autorité de compétence et l'autorité technique. Les deux premiers ministres ne l'ont pas eu. On peut le dire qu'ils avaient l'autorité technique par rapport à leur expérience et l'autorité de compétence. Le troisième élément, c'est l'autorité politique sur l'équipe. Aucun de ces deux ministres, premiers ministres, n'ont eu cette autorité. Vous pensez que Modibo Keïta l'a? Et Modibo Keïta, la question qu'on se pose également, c'est cette question d'autorité politique. Et ce qui est inquiétant, c'est la déclaration du président de la République lors du premier conseil du gouvernement qui demande au ministre de respecter un premier ministre. Mais c'est inquiétant. Cela est en l'endroit de qui, selon vous? Bon, peu importe. On se rappelle qu'il y a des rebelles dans ce gouvernement. Peu importe, mais c'est un message négatif. Moi, chef du gouvernement... C'est un désaveu, selon vous? J'impose l'autorité politique sur l'équipe. Je n'ai pas besoin, en fait, d'une consigne du président de la République sur les membres du gouvernement qui composent mon équipe. Mais on a vu même avec Mara, lors d'un conseil des ministres, il a été obligé de dire au ministre de respecter Mara, que c'est son choix. Donc, tous les communiqués que le RPM a eu à faire, en disant nous prenons acte, nous savons politiquement ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Et j'ose espérer qu'au moins Modibo Keïta puisse avoir l'autorité politique nécessaire pour avoir la même mise sur son équipe. S'il ne l'a pas, il va faillir comme les deux autres qui l'ont précédé. Alors, je me tourne vers le RPM. Vraiment, je rebondis sur ce. D'abord, nous ne l'avons jamais dit. Le RPM ne cautionne même pas qu'on dise que Tatamli et Moussa Mara ont fait des échecs. Donc il n'y a pas eu d'échec? Il y a eu, nous voulons la continuité. On ne parle pas de zéro. Quelque chose, il y a eu des acquis selon vous? Quelque chose a été fait. Et quoi? Vous avez vu... Qu'est-ce qui a été fait? C'est trop énorme pour faire la liste exhaustive ici. Un exemple? Si j'étais préparé par rapport à cette situation, je me donnerais le temps de réfléchir. De vous amener la liste des grands chantiers ouverts par ces deux gouvernements-là. Et heureusement que ça a été reconnu par le nouveau Premier ministre rentrant qui dit qu'il rentre sur quelque chose et qu'il faut reconnaître ce qui a été fait. Maintenant, par rapport au message du président, vous savez, ce n'est pas négatif, hein? Quand vous mettez des gens en mission, vous êtes obligé de les cadrer, de leur donner une feuille de route, de leur dire comment est-ce que je veux que ça marche. C'est plutôt des conseils. Que des ordres. Des conseils, des mises en garde. C'est comme ça que je comprends. Et c'est ça son rôle. C'est lui qui a choisi, pas le Premier ministre seulement, mais les ministres. Les ministres sont nommés par le président de la République sur proposition du Premier ministre. Donc c'est lui qui a signé l'acte de nomination de ce truc-là. Il en répond. Donc il est obligé,
c'est de son devoir de dire voilà comment est-ce que je veux que les choses soient conduites. Donc voilà. Alors après la nomination de Tchema Hubert Koulibaly de l'UDD, de Moutagatal du SNID Faso Iriwato, nous avons vu l'entrée de Draman Dambélé de l'ADEMA et également de Shogel Kokalamaïga du MPR. Quelle analyse avez-vous, Moudi, sur ces nominations? Je pense que politiquement, les chefs de parti ont été privilégiés par rapport aux autres cadres des partis. Cela n'engage que le président et le premier ministre. Mais ce que je veux dire, un premier ministre qui, au bout de 6 mois, rend le tablier, c'est un échec. 9 mois? Non, 6 mois d'abord, le premier. Ah, le premier. C'est un échec, il n'y a rien à dire. Et un second Premier ministre qui, 9 mois, on le pousse à la porte, c'est un échec. Il a été poussé, selon vous? Il a été poussé à la porte. Par l'opposition ou la majorité? Non, pas l'opposition, par le président lui-même. Donc, je vais dire tout simplement que on ne prend pas un Premier ministre pour des vacances. Le premier, c'est pour la durée. C'est sur des programmes, c'est sur des visions. L'URD aurait fait mieux? Bien sûr. Ça, je n'en doute pas du tout. Mais ce n'est pas l'élément le plus important. Mais ce que je veux dire, comme j'ai introduit, nous sommes en phase d'écrit. Il y a une bonne présomption par rapport à l'équipe, mais nous les attendons par rapport à ce qu'ils vont nous amener. Nous, ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'ils ont la capacité de proposer, n'est-ce pas, une politique générale qui prend en compte les préoccupations, qui est lisible et qui est bâti sur une vision. Et c'est ça l'élément le plus important. Et c'est ce qui a manqué dans la gouvernance de notre pays depuis l'accession au pouvoir de Ibrahim Boubacar Keïta. Une réaction? Oui. D'abord, je tiens à éclaircir par rapport au choix des hommes. Vous savez, c'est le président de la République qui est comptable en fin de mandat. Il a été élu sur une proposition de programme. Et c'est lui qui va répondre positivement ou négativement du bilan de ce mandat-là. Donc, il est vraiment... L'opposition l'a accusé de ne pas avoir de programme lors des élections. Oh, bon, ça c'est leur vision. Mais c'est clair. Ça c'est leur vision. De toute façon, c'est constant. D'abord, moi je suis dans un cheminement logique. Le choix, pour la réussite de son programme, il choisit qui il a confiance. Et n'importe qui à sa place le ferait comme ça, même l'opposition. L'opposition, quand vous devez défendre un programme, vous n'allez pas choisir quelqu'un qui n'est pas prêt à vous accompagner, qui n'est pas prêt à appliquer correctement votre programme. Quelqu'un qui va vous tirer vers la défaite, comme leur volonté, ça ne se fera pas comme ça. Donc vraiment, moi j'apprécie beaucoup. Et lui-même, il le dit. Ils ont passé un premier examen, et je suis sûr que le deuxième examen sera passé avec brio. Alors, nous allons... Oui, sur ce point, je veux dire très rapidement. Vous savez qu'en fait, en 14 mois, quand vous avez trois premiers ministres, vraiment, ça relève politiquement d'une instabilité institutionnelle. Il n'y a rien à dire. Merci. D'accord. Alors, nous allons à la troisième partie. Juste le temps d'observer ce n'est pas une première. Pause. Nous sommes à la pause. Ce n'est pas une première, monsieur Sidibé. Ce n'est pas une première qu'on voit en République du Mali 3 premiers ministres en moins d'1 an. Nous allons instabilité politique également. Nous allons avancer un peu dans le débat. Nous allons observer quelques secondes de pause et ensuite nous partirons avec la troisième et dernière partie consacrée à la fin annoncée pour le 18 janvier du virus Ebola au Mali. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Voilà, sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter et également notre page Facebook Studio Tamani. Mais n'oubliez surtout pas de faire un tour sur notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Et vous entendez cette émission grâce à notre site web, mais également grâce à nos 20 stations partenaires réparties un peu partout dans le pays, dans toutes les régions, plus la capitale. Nous sommes à la troisième partie de cette émission consacrée à la fin
annoncé pour le 18 janvier prochain. Si d'ici le 18 janvier 2015, aucun cas de virus Ebola n'est constaté dans le pays, l'Organisation mondiale de la santé déclarera le Mali Ebola free. Alors ce terme Ebola free, nous l'avons amplement débattu hier, Modi Ndiaye. Selon vous, qu'est-ce que cela signifie? Bon, je pense que cela veut dire tout simplement que le Mali n'est plus exposé à l'Ebola. Et d'ailleurs, c'est un très bon signal. Un bon signal pour notre pays parce que ça sécurise la venue des investisseurs, ça facilite le mouvement des personnes et des biens. Et je dois dire que ceci a été grâce à l'anticipation et l'esprit d'efficacité dont le gouvernement a fait montre. Mais je dois m'empresser de dire sous la pression, encore une fois de plus, de l'opposition, parce qu'il a fallu que l'on dise que le système n'était pas bien en place pour nous mettre hors d'état de toutes ces questions sur le plan sanitaire, de l'équipement du personnel, pour qu'il y ait une mobilisation sans précédent. Et je pense que très honnêtement, aujourd'hui, c'était une très bonne nouvelle si le 18, le Mali est considéré comme pays libre, c'est ça, libre d'Ebola. Alors, Boubacar Sissoko, nous avons entendu beaucoup d'attaques de la part de l'opposition, justifiées ou non, c'est vous qui le savez. Alors, aujourd'hui, est-ce que les efforts fournis aujourd'hui ont payé? Bon, vraiment, je remercie Studio Tamani. Je salue vraiment la sincérité du collègue Modi Ndiaye qui reconnaît, science tenante, une des réussites du gouvernement sortant dont il avait tout de suite qualifié d'échec. Ça, je suis très réconforté. Mais heureusement qu'on n'a pas suivi leur plan. Qui était de fermer les frontières. Momentané. Bon, là, peut-être que je n'ai pas lu ce mot momentané, là. Ce que j'ai entendu, c'est fermer les frontières. Donc, vraiment, je souhaite que d'ici le 18 janvier, qu'aucun cas ne se signale en République du Mali et que nous soyons vraiment déclarés, débarrassés de cette sale maladie et, comme il a dit, pour attirer les investisseurs pour le démarrage, le décollage économique de notre pays. C'est vraiment, je salue ici l'équipe qui a abattu ce gros travail. Les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités sanitaires, les agents qui sont allés au charbon pour défendre le pays contre cette maladie. Vraiment, c'est le lieu de les remercier et que la nation leur soit reconnaissante. Alors, nous le savons, le premier cas d'Ebola constaté l'année dernière dans la sous-région, c'était en Guinée. Ce n'est toujours pas fini. Est-ce que vous pensez qu'avec cette fin annoncée, les efforts les gens vont baisser leur garde? Y a-t-il des risques? Tant que, ce n'est même pas en Guinée seulement, dans notre périphérie, tant qu'il y a des cas, la vigilance doit rester de mise. On doit vraiment renforcer, on ne doit vraiment pas baisser les bras pour dire voilà, c'est fini. Tant qu'il y a les mouvements entre nos États, la vigilance doit être renforcée, l'alerte doit être vraiment maintenue. De mise. Alors, selon les experts que nous avons eus hier, ils disaient que pour être à l'abri de ce virus, il faut attendre un an après la déclaration de la fin du virus dans le pays. Modi Ndiaye, quelle appréciation faites-vous de cette déclaration? Je pense que c'est une déclaration quand même qui est très raisonnable parce que tant qu'il y a des foyers autour de nous, avec le mouvement des populations, on n'est jamais à l'abri. C'est pourquoi il faut garder toutes les bonnes mesures de précaution qui ont été prises. Et je tiens à rappeler qu'effectivement, comme vous l'avez dit, moi je suis très sincère. Je dis il y a eu réussite, mais c'est sous notre pression.
parce que nous avons dit que sur l'axe Kouré-Malé, la couverture était très insuffisante. Et à l'époque, c'est sur cet axe seulement, pas toutes les frontières, qu'il y avait des risques. Qu'on avait dit qu'il y avait des risques et qu'il fallait fermer pendant 1 mois. On a été très précis pour que pendant ces 1 mois, le gouvernement puisse mettre tout ce qui est nécessaire pour la couverture de cette frontière. Et je pense que comme l'OMS même n'était pas dans la logique de fermeture, ça les a permis de se mobiliser. Ça a permis au président de la République de faire le déplacement à Kouré-Malé et à l'équipe gouvernementale d'être au front un peu partout. Donc en termes d'objectifs, on visait la même chose. Ce n'était contre personne. C'était pour qu'on puisse circonscrire les cas que nous avons ici pour qu'il n'y ait pas d'Ebola. Et voilà qu'on a le résultat. C'est ça l'élément le plus important. Mais dans tous les cas de figure, tant que Ebola existe encore dans la sous-région, il faut qu'on garde les bonnes pratiques que nous avons jusqu'à présent. Même si ça nécessite 1 an, il faut le faire. Donc moi, je suis d'accord avec les spécialistes. Sur cet état, il ne faut pas relâcher. Parce que c'est une maladie encore qui peut frapper très fort. Alors Moudindia est toujours avec vous. Vous êtes le président du groupe Vigilance républicaine et démocratique de l'opposition, député de l'URD. Alors pensez-vous que le gouvernement fait assez dans le cadre de la sensibilisation? Bon, je crois qu'aujourd'hui, concernant cette question, c'est le relais de la sensibilisation qui est l'élément le plus important. Le gouvernement a déjà joué sa partition et je crois que, en fait, le relais se passe également comme cela se doit. Mais ce qu'on ne doit pas du tout faire comme pratique, c'est qu'une fois déclaré, qu'on se mette à dire qu'on est à l'abri ceci ou cela. Là, on doit faire la sensibilisation sur ça, pour qu'on garde le cap. Parce qu'au-delà de Ebola lui-même, on se rend compte que les mesures que nous avons renforcent l'hygiène dans notre pays contre d'autres pathologies. Je pense que c'est un élément important. Même après Ebola, il faut qu'on continue avec les bonnes manières. Se laver les mains 4 fois par jour au savon, ça doit être automatique. Alors, je me tourne vers la majorité. Boubacar Sissoko, vous êtes de l'URD, député député du RPM. Ça passe mal. Député du RPM. Alors, parmi les mesures que le gouvernement a adoptées, c'était lors de l'apparition du cas à la clinique Pasteur, la fermeture de cette clinique. Cette clinique, je le rappelle, reste toujours fermée. Est-ce que vous comprenez toujours cette mesure de fermeture? Je ne peux pas juger de l'opportunité de ça, je ne suis pas technicien de la chose. Mais permettez-moi d'abord de rassurer et de dire ici toute la vigilance que le gouvernement est en train d'accorder à cette situation. Hier ou avant-hier, tous les maires de la ligne frontalière avec la Guinée étaient là pour recevoir des kits pour la lutte contre Ebola. Donc cela veut dire que le gouvernement n'est pas prêt à baisser de garde, malgré que c'est le 18 janvier qui est annoncé pour déclarer le pays propre par rapport à cette situation. Par rapport à la sensibilisation, on peut mieux faire et on doit mieux faire. Parce que c'est l'arme la plus efficace pour lutter contre cette maladie. On peut mieux faire. Alors Moudindia, vous êtes de l'URD, du groupe Vigilance républicaine et démocratique. Je le disais tantôt, la clinique Pasteur reste toujours fermée. Parmi les failles, il y a eu cette clinique qui est mise en cause. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il faut toujours maintenir cette clinique fermée? Je pense que la décision de réouverture de cette clinique est une décision technique. Et je pense que politiquement, moi, je n'ai pas du tout une appréciation à donner sur cette question précise. Si techniquement on se rend compte que en fait, la clinique peut être réouverte, je pense qu'il n'y a pas de problème. Alors en termes de bilan, qu'est-ce qu'il faut retenir des failles? Ce qu'il faut retenir des failles, c'est qu'a priori le système n'avait pas été sérieusement mis en place, non seulement au niveau de la formation des agents, l'effectif et puis les équipements.
Je pense qu'avec la solidarité dont la communauté internationale a fait montre, les choses se sont améliorées et je pense qu'on doit continuer dans ce sens. Parce que c'est vrai, généralement, quand c'est une maladie qui frappe les centres urbains, il est plus facile avec les moyens de les circonscrire. Mais si par extraordinaire, ça touche les zones rurales, notamment les zones d'orpaillage, où le mouvement est très intense en termes de déplacement avec nos voisins qui sont contaminés, qui ont encore la maladie, il faut une vigilance encore un peu plus élevée. Alors, en termes de bilan, Boubacar Sissoko du RPM, est-ce que vous allez demander des comptes au gouvernement? Non, pas de comptes, mais plutôt des renforcements, même pas par rapport à cette situation. Vous savez, aujourd'hui, nous avons tous conscience que la couverture, le taux médecins personnel de santé, le ratio personnel de santé à l'intérieur au Mali est insuffisant. Donc c'est une situation à renforcer. Le plateau technique doit être renforcé. Donc je ne demanderai pas de compte, mais je demanderai plutôt au gouvernement un renforcement de capacité pour faire face à de telles situations, à la santé en général. Alors nous sommes donc à la fin de cette émission, une émission qui était consacrée à 3 sujets. C'était le forum des députés. Comme vous le savez, tous les vendredis, le studio Tamani laisse la place aux députés de l'hémicycle pour venir débattre donc des sujets de l'actualité. Et aujourd'hui, nous en avons retenu 3, parmi lesquels il y avait les risques du terrorisme face à aux attaques terroristes, face à cet engouement des terroristes au nom de la religion pour sévir. Nous étions également en train de parler entre autres sujets du virus Ebola, la fin annoncée pour le 18 janvier prochain, dimanche donc. Nous étions également en train de parler de ce nouveau gouvernement de Modibo Keïta et nous avions comme invité Modi Ndiaye du groupe Vigilance républicaine et démocratique, député de l'URD. Également avec nous, Boubacar Sissoko du RPM de la majorité. Donc, je suis Famoussa Sidibé, Ousmane Diadje Touré et Rokia Danyogo ont réalisé cette émission. Nouhoum Diré était à la régie vidéo, Salim Djouara était à la technique. Nous vous disons bon week-end et à très bientôt pour d'autres débats. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.